On a des dossiers qui sont de 2021 qui ne sont toujours pas payés. Beaucoup d'entreprises sont en réelle difficulté, beaucoup d'entreprises ont des plans de licenciement, beaucoup d'entreprises sont au bord de la faillite. En chiffres, tu sais nous dire à peu près, t'as combien dehors qui a attendu On est entre 800 000 et 1 million encore aujourd'hui. Aujourd'hui sur ILA26 TV, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Flack. Thierry fait partie des pionniers du secteur de la transition énergétique. Il a fondé Home Expert Habitat il y a plus de 13 ans. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est normal, on parle beaucoup de lui ces derniers temps car il a initié la manifestation qui a eu lieu devant le siège de l'ANA le 12 mai dernier. Retard de paiement, manque de communication et désormais suspension temporaire de MaPrimeRénov', les professionnels du secteur sont à bout. Et Thierry Flack n'hésite pas à prendre la parole pour dénoncer les problèmes dans le système qui font que les sociétés déposent le bilan ou que des salariés se retrouvent sans emploi. Bref, vous l'avez compris, dans ce podcast, on va parler sans langue de bois et Thierry met la lumière sur la vraie situation et donne ses idées sur comment essayer de changer la situation. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner à notre chaîne. Je vous laisse profiter de ce podcast exceptionnel. C'est parti. Thierry, comment ça va? Yaniv, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu sur ILA26 TV pour un podcast qui s'annonce très intéressant, surtout au niveau de j'espère. l'actualité. Écoute, déjà présente-toi rapidement et après on va essayer de revenir sur ton parcours et surtout sur l'actualité qui est brûlante à l'heure où on se parle. Beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Donc je te laisse te présenter déjà. Alors, me présenter rapidement, ça va être compliqué parce que ça fait, à mon âge, j'ai beaucoup de choses à raconter. Alors, mon parcours, brièvement, j'ai commencé en 1995 à remplacer les radiateurs électriques chez les particuliers qui consommaient beaucoup par des radiateurs à inertie qu'on fabriquait. Donc, c'était de la vente directe. On avait des commerciaux au terrain. Et à l'époque, on ne trouvait pas le choix des radiateurs chaleur douce qu'on a aujourd'hui dans les magasins de bricolage. Donc, c'était de la vente directe. 2004, les énergies renouvelables arrivent en France. Je m'y intéresse. Les premiers crédits d'impôt, les premières aides qui ont permis de doper des ventes. Donc, on a commencé par des pompes à chaleur RR. Ensuite, par des pompes à chaleur RO. 2008, l'arrivée du photovoltaïque en France, avec les tarifs de rachat exceptionnels et les aides exceptionnelles. Il a fallu aller chercher les panneaux en Asie, ce que j'ai fait. Donc jusqu'au moratoire 2010 où ça a été la chute brutale du photovoltaïque. Et depuis, on s'est recentré sur la rénovation globale avec les subventions. On s'est recentré aujourd'hui également dans une activité de B2B où on applique aujourd'hui notre savoir-faire, notamment en termes d'isolation, où on travaille avec des copros sur des immeubles, on intervient sur du chauffage, etc. Et voilà, aujourd'hui, on est en plein dedans. Année difficile depuis 2 ans, avec des stop and go du gouvernement. On en parlait tout à l'heure sur justement l'actualité brûlante. Qui met en difficulté toute une profession. J'ai été, comme vous avez pu le voir, il y a quelque temps, à l'origine, malgré moi, d'un mouvement de contestation. On a organisé donc une manifestation le 12 mai. Devant les bureaux de l'ANA pour essayer de se faire entendre. Ça a bougé, a priori, puisqu'on ne parle que de ça, même dans les ministères. Mais il fallait le faire. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc actuellement, c'est directeur général de Home Expert Habitat. Home Expert Habitat, voilà, qui est une entreprise qui a été créée en 2012, qui aujourd'hui fait une grosse partie de son chiffre d'affaires auprès du particulier, mais qui prévoit pour 2026, donc très rapidement, puisqu'il y a une inertie entre les rencontres avec les copropriétés et la réalisation des chantiers, il y a une inertie à peu près de 2 ans. Donc on pense qu'en 2026-2027, on va plus se recentrer vers ce marché-là, qui est un marché beaucoup plus stable, et on va s'écarter un petit peu du marché instable du particulier des subventions. T'es pas le premier à me dire ça, même moi le premier en fait. J'ai remarqué que beaucoup de personnes commencent à en avoir un peu marre de ce milieu du B2C. Pas que les clients sont mauvais, c'est que les aides sont compliquées et ça bouge trop. Alors que le B2B, c'est un peu plus stable. Et on voit beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés se faire un pivot dans le B2B. Donc là, c'est ce que vous voulez faire Complètement. Aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a pas du boulot, c'est pas qu'on n'aime pas le particulier, bien au contraire. Parce qu'il en reste des maisons à isoler. Il en reste énormément. Il y a vraiment, moi qui suis un homme de terrain, j'ai eu l'occasion de rencontrer des particuliers qui étaient en réelle difficulté, ne pouvant même pas se chauffer en hiver. Donc aujourd'hui, oui, on y a cru, on a voulu y aller, on y va encore. Mais malheureusement, nos gouvernants nous mettent des bâtons dans les roues et ça se complique. Parce qu'aujourd'hui,
pour pas te cacher, le délai moyen de paiement sur la réno globale, on est entre 4 et 8 mois. Ouais, Pour une entreprise, c'est compliqué. énorme. Alors, l'État, d'un côté, nous demande de payer nos fournisseurs à 45 jours. La loi, elle est là, mais par contre, l'État ne respecte pas ces délais. Bien sûr. Alors, ça devient compliqué. Même au niveau des banques, aujourd'hui, ça devient compliqué parce que les banques, quand elles entendent cette instabilité, elles ont peur de nous accompagner. Et donc, aujourd'hui, on se bat avec nos petits moyens. La profession, on essaye de la rassembler pour essayer de se faire entendre. Nos syndicats professionnels, comme la FFB ou la CAPEB, commencent à bouger. Ils ont eu du mal, mais bon, commencent à se faire entendre. Maintenant, bon, on sait qu'on est dans un État qui n'a plus d'argent. C'est vrai qu'on regrette un petit peu les certificats d'économie d'énergie qui sont des fonds privés. Depuis le 1er janvier 2024, l'État a voulu recentraliser sur l'ANA. Bon, on voit leurs états aujourd'hui. Alors, sincèrement, on est encore optimiste parce qu'un chef d'entreprise doit être optimiste, sinon on baisserait les bras. On a la responsabilité de nos salariés, c'est des familles. On essaye de tenir bon, mais les nuits sont courtes. Un chef d'entreprise, c'est 24-24. Quand ça va, on est content, mais quand ça va pas, on est les premiers impactés. Ouais, bien sûr. Mais c'est le but, et j'aime mon métier, je suis un passionné. Bien sûr. Et voilà, j'aimerais vraiment continuer pour les quelques années, pas à vivre, hein, bien, j'espère beaucoup plus, mais de travail. Voilà, j'espère pouvoir redresser la barre, pouvoir m'en sortir, faire de belles choses et pour pouvoir peut-être transmettre à d'autres personnes, à mes enfants, Bien sûr. dans quelques années. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Notre travail est devenu très compliqué. On fait plus un métier de banquier que d'installateur. On paye nos fournisseurs avant même d'avoir encaissé 1 euro. Donc, l'entreprise est en scène depuis 2012. On a pu le faire. Maintenant, on arrive au bout du bout et ça devient compliqué. Donc, on a des solutions, mais c'est très, très compliqué. Et pour contextualiser, donc toi, ça fait plus de 13 ans que tu es directeur donc de ta boîte, Home Expert Habitat, oui. de Mexpert Habitat. Ça fait combien de temps que tu rencontres des problèmes de paiement? Est-ce que c'est récent ou en fait, ça a toujours existé, entre guillemets? Alors, moi, pour ma part, à une époque, quand il y a eu l'ISO 1 euro, je n'ai pas voulu y aller. Et je me souviens de discussions dans la cuisine avec mon épouse. Il me dit, pourquoi l'ISO 1 euro, c'est quoi? Je lui dis, écoute, j'y crois pas. À un moment, les marchés subventionnés comme ça, j'y crois pas. Et j'y ai pas été. Parce qu'à l'époque, on avait du boulot, avec du financement, des clients qui nous payaient, donc il n'y avait aucun souci, donc je n'ai pas été. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé, bon, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent pendant quelques années. C'est sûr. Mais voilà, monter de telles structures, j'ai des amis, ils ont monté des 70 camions, des 100 camions, du jour au lendemain, on leur dit, stop, on arrête. C'est compliqué. Donc, moi, j'essaye de voir, quand je crée une entreprise, de voir à beaucoup plus long terme, de pas être un opportuniste sur des marchés qui sont fictifs en vérité. Donc, on a continué à travailler. J'ai vu les gens cartonner dans l'ISO 1 euro, se planter dans l'ISO 1 euro. Nous, on a toujours travaillé à l'époque avec le crédit d'impôt. Après, on a très bien travaillé avec Action Logement. Ça se passait très bien. Et puis, petit à petit, on a été, je pense, dans la facilité, ou bien c'est le marché qui, aujourd'hui, a dévié vers ce marché subventionné. Aujourd'hui, aller voir un client, lui faire un devis en lui disant qu'une pompe à chaleur, ça va lui coûter tant et qu'il va falloir trouver de l'argent, il est étonné. Aujourd'hui, le Français était mal habitué. On est dans un marché aujourd'hui. Même, je peux prendre l'exemple. Il y a quelques semaines, j'ai un commercial. Il me dit, ah super, j'ai bien bossé. Là, ce mois-ci, j'ai fait 10 signatures. Il a eu 9 annulations parce que les gens se sont fait contacter derrière. Mais comment? C'est gratuit aujourd'hui une pompe à chaleur. Voilà, donc sans le vouloir, on y a été. Et aujourd'hui, on va dire les difficultés, c'est depuis, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où on a des délais de paiement aujourd'hui, pour tout te dire. Au niveau de l'ANA, c'est ce qui a un petit peu déclenché ma colère. On a des dossiers qui sont de 2021 qui ne sont toujours pas payés. C'est énorme. Et pourtant, ils sont propres. Il y a aucun Ils sont souci. propres. Alors, bon, pour rentrer dans le détail, alors aujourd'hui, sincèrement, je peux le dire concrètement, j'ai des très bons contacts avec l'ANA depuis mon coup de gueule. On se fait un point en visio quasiment toutes les 3 semaines, 1 mois. Ok. On voit sur les dossiers, donc des dossiers. Alors, je pense, voilà, moi, à mon avis, l'ANA
quelque part, alors c'est que mon avis, hein, ça a ressenti, a été content quand même qu'on fasse du bruit aujourd'hui parce que l'ANA, comme ils me l'ont fait comprendre à demi-mot, ils ont de grandes ambitions, mais il manque de moyens. Ils dépendent totalement des ministères, que ce soit de l'économie, du logement ou de la transition écologique, et il manque de moyens. On leur demande beaucoup, mais ils n'ont pas de moyens. Donc, quelque part, même ce qui s'est passé, l'annonce qui a été faite le 4 juin de faire un stop, ça arrange tout le monde en vérité. Si ça permet de récupérer le retard, de nous apporter des réponses sur nos dossiers et d'accélérer les paiements, on est prêt à jouer le jeu. Tu sais, on a joué le jeu à un moment, quand il y a eu l'histoire de la motion de censure du gouvernement Barnier, où il n'y avait plus de budget. Donc, on nous a avertis, voilà, pendant 2-3 mois, ça va être un stop, parce qu'il faut attendre le budget. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le dos rond. On a puisé dans les fonds de tiroir pour essayer de tenir. Et voilà, en y croyant, alors on s'est dit, ouais, avril, c'est bon, ils vont cartonner, on va avoir plein d'octrois, on va avoir plein de paiements. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Beaucoup de dysfonctionnements, notamment dû... Alors, pour parler de l'ANA aujourd'hui, je pense qu'ils font un bon boulot. Des contrôles Veritas qui n'ont pas lieu. Des rendez-vous, moi j'ai même eu je leur ai montré aux gens de l'ANA, on me refuse, on me retire une prime en prétextant que le client n'a pas voulu recevoir Bureau Veritas pour le contrôle. J'appelle mon client, je lui dis, monsieur, ça va être problématique parce que si je ne peux pas me faire encaisser les primes, c'est vous le responsable, vous devrez me payer. Mais il me dit, monsieur Flack, ils sont venus 2 fois. J'ai 2 avis de passage tamponnés Veritas. Je lui ai envoyé les moi. Il me les a envoyés, mais genre des clients comme ça, des exemples, j'en ai plein. Et depuis mes premiers posts sur LinkedIn, le 18 avril, je crois, j'ai eu énormément de gens qui se sont retrouvés dans ce que j'ai amené. Comment ça a commencé mes posts LinkedIn? Je ne suis pas du tout dans les réseaux. Voilà, moi, ce que j'allais dire, c'est que toi, rien à voir avec les réseaux. Rien à voir. Un jour, j'ai pris un coup de colère. Voilà. Je reçois une lettre de versement pour un client que j'avais posé en 2020. Je l'ai reçu 18 avril 2025, donc quand même 5 ans. Je lui ai barré les noms et j'ai dit, tiens, je vais le poster sur LinkedIn, réseau professionnel. Mais il faut voir, ça a fait un buzz, c'est comme ça qu'on dit. Ça a fait un buzz et énormément de gens m'ont appelé, m'ont dit, mais moi aussi j'ai ce problème. Moi aussi j'ai Bureau Veritas qui me dit qu'ils viennent et qu'ils ne viennent pas. Moi aussi j'ai... Donc je me suis dit, il y a un problème. À un moment, tu sais, on est dans notre coin, on se dit, c'est peut-être moi qui fais mal mon boulot. Mais j'ai même eu des témoignages de gens qui ont dû déposer le bilan à cause de ces paiements, qui sont entrés dans des dépressions, qui m'ont fait beaucoup de peine, qui sont devenus des relations. Ils vont se reconnaître s'ils nous voient. Mais voilà, donc je me suis aperçu qu'il y avait un réel dysfonctionnement. Est-ce que j'ai été un lanceur d'alerte? Peut-être. Si, clairement, bien sûr. Tu as initié la manifestation. Voilà, maintenant, avant ça, j'ai quand même demandé, depuis 4 ans, je demandais des rendez-vous à l'ANA qui n'ont jamais été suivis des faits. Un jour, j'ai débarqué à l'ANA sans rendez-vous, au 8 avenue de l'Opéra, il y a 3 ans peut-être de ça. J'arrive à l'accueil, je dis, voilà, je voudrais rencontrer un responsable. Il me dit, monsieur, il faut prendre rendez-vous. Je lui dis, madame, ça fait des années, j'essaie de prendre un rendez-vous et on ne me donne jamais de rendez-vous. Donc, écoutez, je suis chez vous, vous avez un joli fauteuil rouge, je vais m'asseoir dedans et je vais attendre que quelqu'un se libère. Ah, vous pouvez pas. J'ai pas bougé. J'ai attendu peut-être 1 heure. 1 heure après, il y a justement la personne dont on parlait, Martin Lagan, directeur de la communication d'ANA, qui descend. C'est pas lui que j'aurais voulu recevoir parce que bon, comme il est dit, directeur de la communication, je suis pas un communicant, je suis un chef d'entreprise, un installateur, un artisan. Donc, il me prend une liste de dossiers sur lesquels il y avait des problèmes. À l'époque, c'était énorme. Je crois qu'on avait plus d'1 million d'euros dehors. Bon, 1 semaine après, je reçois des mails, mais pas concrets. Donc, on va remonter l'information, on va traiter votre dossier, on va prioriser votre... Voilà, ça n'a pas bougé. Donc... À un moment, je n'allais pas aller toutes les semaines là-bas parce que j'ai quand même autre chose à faire. Et puis, je n'ai pas eu la réponse attendue, à part par mail, parce qu'il faut savoir qu'à l'ANA, vous parlez à personne. Vous pouvez appeler, c'est à part des secrétaires qui sont charmantes, qui vous disent on va remonter l'information. Et depuis quelques temps, maintenant, on ne peut pas parler de plus de 5 dossiers par appel. Donc, on parle de 5 dossiers, on raccroche et on rappelle derrière. C'est pas le même interlocuteur, j'imagine, en plus, qui répond. Ah non, jamais. Donc, voilà, bon, à un moment, il faut se dire, attends, on est... Théoriquement, l'ANA est notre partenaire. Et on avait l'impression d'être contre eux ou qu'ils soient contre nous. Alors que c'est notre partenaire. On a aujourd'hui des objectifs en transition énergétique. On nous demande, nous, installateurs,
d'aller avec eux pour les représenter, pour que la France, pour ses passoires thermiques, puisse être réparée rapidement. Donc on est avec eux, on est que ce soit les fournisseurs, que ce soit les installateurs, que ce soit les mandataires, on est tous ensemble. Donc, et à un moment, on se dit, quand même, un organisme d'État qui doit être avec nous est contre nous. Donc voilà, ça a commencé comme ça par ce petit poste qui a pris une telle ampleur qui m'a totalement dépassé. Les journalistes ont commencé à m'appeler. Donc on a fait des télés, on a fait des radios. Même encore hier, j'ai eu une interview sur Sud Radio. D'accord. Ils cherchent aujourd'hui à avoir des explications. Maintenant, voilà, encore une fois, on n'est pas là pour casser du sucre ou pour dire que tout va mal. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On peut réparer. On peut récupérer beaucoup de choses. Encore une fois, j'ose croire que ce stop qui a été annoncé le 4 juin va permettre de recentrer les choses. J'ose croire. Je vais juste expliquer, alors, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui vont peut-être être au courant. Le 4 juin, donc là on est le 6 juin, alors où on se parle, donc il y a 2 jours, ils ont annoncé que MaPrimeRénov' allait prendre des vacances un peu. Voilà, les guichets seront fermés. L'annonce du ministère, c'est les guichets seront fermés, donc plus aucun dépôt de dossier à compter du 1er juillet. Pour le moment, c'est jusqu'à 15 septembre. Je pense que ça va durer jusqu'à la fin de l'année. C'est mon avis. En tout cas, c'est les informations que j'avais aussi, moi, depuis mi-mai. C'était que ça s'arrêtait début juillet, que ça allait s'arrêter fin d'année. Alors, il parle d'un stop and go. Bon, on a l'habitude. Pour mieux recentrer, tant mieux. Alors, c'est vrai que le discours aujourd'hui des ministères, c'est la lutte contre la fraude. Très bien. On est tous pour. Si on peut les aider, c'est vrai que malheureusement, on est dans un métier où il y a des opportunistes qui s'y mettent. Maintenant, le problème, c'est que les lois et les conditions sont faites par des bureaucrates qui ne connaissent pas le terrain. Donc, ça attire les escrocs qui sont très forts et qui détournent de l'argent public. Et il faut le condamner et il faut se battre contre ça. Maintenant, il y a des détournements de fonds publics, il y a de l'escroquerie sur la sécurité sociale. Voilà. Est-ce qu'on arrête les remboursements de la Sécu ? Il y a des escroqueries et des détournements de fonds publics pour la CAF. Est-ce qu'on s'est dit on parle demain... de milliards. On parle de milliards. On parle de milliards, oui. Alors que dans les énergies, on est sur quoi, 500 millions, je crois, à peu près. J'avais vu le chiffre. Ouais, on est... maintenant, c'est difficile. Alors, l'ANA annonce 220 millions qu'ils auraient évité. Qu'ils auraient évité, mais je crois qu'il y a eu 8 millions de détournements. D'accord. C'est beaucoup, c'est toujours beaucoup. Ouais, mais comparé à des milliards sur d'autres de fonds publics, est-ce qu'on arrête la Sécu ? Est-ce qu'on arrête la CAF ? Non. Je sais pas. Donc, mais là, voilà, il y a toute une profession qui est très inquiète parce que depuis cette annonce, alors j'ai eu des messages de partout. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Bon, malheureusement, si je le savais. La profession est inquiète. Pour ma part, je vais continuer malheureusement à licencier. J'en ai parlé à mon personnel, donc je peux en parler aujourd'hui pour essayer de réduire les charges fixes. Le temps que ça reparte. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, on fait des chantiers puisqu'on a des octrois, donc tant que nos fournisseurs nous font confiance, ils nous donnent un peu plus de délai, mais ça devient compliqué. Bien sûr. Alors, nous, ce qu'on demandait, moi, comme j'ai dit à l'ANA, aujourd'hui, on demande simplement des engagements sur des délais d'octroi, sur des délais de paiement surtout, et puis d'avoir la possibilité de discuter quand on nous retire une prime. Aujourd'hui, ces décisions de retrait de prime sont totalement arbitraires. On ne nous dit pas, voilà, attention. Et brutal. Voilà, brutal. Et c'est quand même important. Alors, déjà, les délais sont longs. Voilà. Maintenant, bon, on a parlé de l'ANA. Tu voulais que je parle plus de moi, mais je fais partie aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire. Bien sûr. J'aurais préféré ne parler que de notre société, de nos passions, de notre métier, mais bon, on est obligé d'en parler. Bien sûr, on va en parler aussi, mais juste pour revenir donc, sur la manifestation, donc le poste prend de l'ampleur, etc. Et ensuite, vous fixez une date, le 12 mai, c'est ça, le 12 mai, devant le siège de l'ANA, manifestation. Première manifestation que je fais de ma vie à 60 ans. Bon, il y avait un début à tout.
Donc pacifique, il faut le dire, pacifique, complètement pacifique. Complètement pacifique. Complètement pacifique. J'ai demandé, ça a été fait dans les règles, on avait l'autorisation de la préfecture, j'avais le papier, il y avait la police qui était présente. Alors l'accueil a été un peu choquant, puisque quand on est arrivé au début de la manifestation, qu'a fait l'ANA? Elle a fermé le rideau de fer devant elle, alors que au lieu de nous envoyer peut-être Martin Lagan ou un responsable pour en discuter. On aura, j'espère, bientôt dans le podcast, on est en contact avec Martin Lagan, on espère. Peut-être, j'aimerais bien le rencontrer de nouveau. Peut-être qu'on organisera un débat, voilà, le message est lancé, si on peut organiser un débat. Encore une fois, ça nous a montré la séparation entre ces gens et les gens de la profession. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je pensais que l'ANA, une agence d'État, serait avec nous, est avec nous. Alors, quand on te ferme le rideau comme ça, il y avait que des employés, il y avait des chefs d'entreprise, il n'y avait aucune agressivité. Il y avait les télés, donc ça aurait été bien qu'on puisse échanger devant. Bon, écoute, ça a été l'accueil. Il faudra poser la question à Martin Lagan, puisque responsable de la communication. Bizarre comme communication. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, en parlant de communication, ils ont publié un post sur LinkedIn que tu as dû voir il y a quelques jours, où, voilà, je ne sais pas comment tu peux interpréter ce post, mais on a l'impression qu'ils disent « Ok, on a des responsabilités, mais on n'est pas les seuls ». Je ne sais pas si tu as vu ce post. Alors, on a eu, alors quand on a fait cette manifestation, il y a eu dès l'après-midi, parce qu'on donnait nos délais de paiement qui sont vrais, qui sont relevés sur le terrain, c'est pas des moyennes. Moi, aujourd'hui, j'ai des dossiers encore, voilà, je parle d'un dossier qui devrait être débloqué, je l'espère, date de demande de solde de 5 décembre 2024. Ouais, c'est énorme. On est aujourd'hui, on est à 7 mois. 7 mois. En chiffres, tu sais nous dire à peu près, tu as combien dehors qui a attendu Alors, ça bouge beaucoup. On est entre 800 000 et 1 million encore aujourd'hui. C'est énorme. Bon, il y a des dossiers qui sont récents, donc j'en parle même pas. Il y a des dossiers, mais pour te donner une idée, sur 25 pauses, en réno d'ampleur, je ne parle pas des autres dossiers, on a été payé de 4. Incroyable. Voilà, donc maintenant, encore une fois, on peut comprendre qu'il y ait un problème, qu'il y ait des dysfonctionnements, mais il n'y a pas de communication. Donc c'est très intéressant d'avoir un directeur de la communication. Mais qu'est-ce que la communication? C'est de communiquer. Exactement. Mais malheureusement, la communication est très difficile avec un partenaire qui, pour moi, est un partenaire. Bien sûr. Au même titre que nos fournisseurs, au même titre que nos installateurs. Ce sont des partenaires. Et on n'a pas cette impression. Bien sûr. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a eu la manifestation, quand j'ai donné mes chiffres de délai de paiement, quand j'ai envoyé la preuve des dates de dépôt et des dates de paiement, il y a eu un démenti, puisque lorsque l'article dans Le Parisien, qui est très bien fait d'ailleurs, d'Erwan Benezet, qui travaille bien sur le sujet depuis pas mal de temps, est sorti, on a tout de suite eu un démenti de l'ANA, en disant, alors l'aberration, tout le monde m'a ri au nez, les délais moyens constatés sont de 40 jours pour les paiements et de 103 jours pour la réno d'ampleur. Voilà, la communication de l'ANA, c'est le déni, l'autosatisfaction. On aurait préféré avoir comme un discours qui est en train de changer aujourd'hui. Oui, en effet, il y a des dysfonctionnements. Oui, on est en train de mettre des choses en place. Oui, la lutte contre la fraude à mobiliser beaucoup de personnel, à rallonger les délais. Oui, le budget, le retard de vote du budget à rallonger. Voilà, on aurait préféré ça. Parce que ce qui est la réalité, pas qu'on se fasse passer pour des menteurs. Parce que moi, ce que je vis, mais je l'ai remarqué aujourd'hui, c'est 99% de la profession qui le vit. Que ce soit des mandataires, que ce soit des installateurs. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Bien sûr. Parce que... Et d'ailleurs, quand je suis parti du rendez-vous de l'ANA que j'avais eu le 30 avril, avant la manifestation, j'étais reçu par... a priori, des hauts pontes de l'ANA. Bon, j'ai attendu 4 ans pour avoir ce rendez-vous, donc je pense que je le méritais. Et je leur ai dit, le problème, c'est qu'on n'est pas représenté chez vous. Il n'y a pas de représentants des installateurs. Alors, ils m'ont dit, si, vous avez les syndicats qui vous représentent, comme la FEB et la CAPEB. Pour savoir, encore, je ne veux pas casser encore du sucre sur leur dos, mais ces syndicats qu'on nomme aujourd'hui, avant de faire la manif, je leur ai demandé de nous assister, de nous aider. C'est le rôle d'un syndicat. Ce n'est pas que de prendre des cotisations. J'ai jamais eu de réponse.
Donc maintenant, ils sont en train de bouger. J'ai vu que le président de la CAPEB a menacé de descendre dans les rues avec les grues. J'ai entendu ça. Donc, ok, bon, nous, on n'en est pas là. Mais voilà, j'aurais voulu, parce que, encore une fois, une profession, c'est difficile à la mobiliser. Et puis, moi, je ne représente rien à part moi-même. Je ne suis pas ni à la tête d'un syndicat, ni d'un groupement. Donc, j'avais demandé à la CAPEB et à la FFB de nous rejoindre, de nous aider à fédérer, à rassembler. J'ai trouvé porte close, ce qui est dommage. Mais tu as quand même remarqué que ça a quand même ouvert des portes. Voilà, au niveau des médias, déjà, on en parle. Complètement, on en parle quasiment tous les jours. Et tant mieux. Maintenant, j'aurais préféré que tout ça n'existe pas et que tout se passe bien. Bien sûr. Parce que c'est un beau projet, c'est aider les foyers précaires à rénover leur maison et à sortir de leur passeur thermique. J'aime ça, j'ai envie de le faire. Mais on n'est pas une œuvre humanitaire, on n'est pas une association. Une entreprise doit payer ses charges, doit faire de la marge, doit pouvoir exister, doit pouvoir vivre. Et voilà, aujourd'hui, même des particuliers m'ont appelé, des particuliers me disent, parce qu'il y a des particuliers qui ont fait des prêts pour faire leurs travaux qui souffrent en premier, et qui n'ont pas été payés. Ils m'ont dit, M. Flack, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, alors, je travaille sur ce dossier avec un Romain Drone qui est très efficace, qui, lui, est patron d'une association qui gère justement en partie les dossiers et les plaintes de MaPrimeRénov' et de l'ANA avec une avocate. Il est paru dans la presse. Ils ont 2500 dossiers de plaintes. Énorme. Et ça augmente tous les jours. Donc, voilà. Donc, dans chaque interview, il était présent parce que lui, il représente beaucoup plus. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir aussi cet écho. Mais c'est pas notre rôle. J'aurais voulu qu'il y ait de l'appui de nos syndicats et qu'on puisse vraiment être entendu. Mais alors, peut-être que ça va changer. Peut-être qu'on va être plus écouté. Peut-être qu'on va trouver des solutions. On ne demande que ça. Maintenant, voilà, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et ça, j'ai eu le témoignage, il faut le dire, sont en réelle difficulté. Beaucoup d'entreprises sont en réelle difficulté. Beaucoup d'entreprises ont des plans de licenciement. Beaucoup d'entreprises sont au bord de la faillite, il faut le savoir. Et là, si rien ne bouge, ça va être une hécatombe pour cette année. On parle alors d'après les syndicats, on parle de plus de 100 000 emplois supprimés. C'est énorme. Donc 100 000 emplois, c'est 100 000 familles derrière. Bien sûr. Donc c'est des drames humains sur une activité où il y a du travail. Aujourd'hui, du travail, on en a beaucoup du travail. On en refuse même parce qu'à un moment, on ne peut pas faire plus qu'il ne faut. Donc, c'est dommage, c'est dommage. Alors, je vais te raconter aussi une petite anecdote qui m'est arrivée. Aujourd'hui, pour pouvoir obtenir les aides aux clients ou être mandataire, il faut avoir ce qu'on appelle le RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc, on a nos qualifications depuis des années. Nos dossiers, nos chantiers sont contrôlés chaque année, sont validés puisqu'on a encore les qualifs. Donc, on respecte tout ça, le cahier des charges. S'il faut refaire des choses, on y va parce que bon, il peut y avoir des erreurs. Et donc, lors du renouvellement d'une qualification qui est pour la VMC, qui s'appelle Caliventil, dépendants de Qualité ENR, qui ont le quasi-monopole aujourd'hui, et le droit d'obtenir ou de ne pas obtenir à une entreprise, de faire la pluie et le beau temps pour une entreprise, ont un pouvoir énorme. Donc, au moment du renouvellement, on me demande d'envoyer les chantiers réalisés, 2 chantiers réalisés sur l'année 2024. J'envoie 2 chantiers. Un chantier que j'ai sous-traité, que j'ai dû donner en sous-traitance, un chantier que j'ai fait. Il faut savoir que, de par les règles, c'est 30% de sous-traitance maximum, mais on peut aller jusqu'à 50% en cas de pic de travail. Donc, ce qui était 2024, c'était une année importante. Donc, on me refuse la qualification en me disant, non, c'est pas 50%, c'est 68%. Je lui explique comment vous calculez. C'est très simple, 2 chantiers, 1, pour moi, ça fait 50%. Je sais encore calculer ça. Non, figure-toi, je l'ai appris à mes dépens, que le calcul se fait sur le chiffre d'affaires facturé au client. Or, j'ai une VMC double flux, alors ça va embêter les gens qui ne sont pas techniques, facturée à 5 000, et une VMC simple flux facturée à 2 340 €. La VMC double flux, je l'ai donnée à un sous-traitant, et l'autre, on l'a fait en direct. Donc, il me dit, ça fait 68%. Incroyable. Alors que les chantiers ont été contrôlés, ont été validés, non. Incroyable. Alors, j'ai fait une réclamation, mais encore une fois, on perd du temps, on a autre chose à faire que de faire des réclamations, des courriers, des avocats. Alors,
là-dessus, donc j'ai pu répondre, puisqu'on avait eu un chantier sur un immeuble où on a fait 24 VMC, qu'on n'avait pas déclaré, puisqu'il n'était pas éligible aux aides. Donc je leur ai dit, écoutez, alors je vais vous donner également ce chantier. Donc on est maintenant à 8%. Envoyé courrier recommandé, bonne et due forme. Toujours pas de réponse, à part hier, j'ai reçu un mail, au bout de 15 jours. On va remonter l'information au service sous-traitance. Voilà. Mais on nous demande donc d'avoir les RGE, de ne pas avoir trop de sous-traitance, donc d'avoir du personnel en interne. Mais d'un côté, on ne peut pas prendre de personnel parce qu'on ne peut pas les payer parce qu'on n'est pas payé. Moi, j'avais 25 personnes, donc quasiment 18 en technique. J'en ai plus que 8 aujourd'hui. J'ai dû les licencier. Pas parce que je n'avais pas de boulot, parce que j'ai plus de quoi les payer. Donc d'un côté, voilà notre difficulté aujourd'hui de la profession. On a ce coup de massue, on a cette épée de Damoclès tous les ans sur le renouvellement de nos RGE. Ok, mais aujourd'hui, RGE nous dit, attends, tu peux pas faire que 30%. Tu peux pas faire plus de 30% ou 50% si tu as vraiment du boulot. Il faut embaucher du personnel, mais je ne suis pas payé, monsieur. Comment je fais? Bien sûr, voilà. Bien sûr. Voilà la réalité du terrain. Donc, les aberrations de la profession. Pour moi, qu'est-ce qu'un RGE? C'est contrôler que l'entreprise fasse bien son travail, que ça soit vérifié, qu'il me vérifie tous mes chantiers, j'ai aucun problème, que ça soit fait dans le règle de l'art. On a des non-conformités, on a, je crois, qu'ils nous donnent 1 mois ou 2 mois pour les faire. On ne le fait pas, qu'ils nous fassent sauter, ok. Mais quand on le fait, ok, on a compris maintenant, on sait comment il faut faire, il n'y a pas de souci. Et voilà, et tous les ans, quand moi je dispose de 4 qualifs, plus 5 qualifs avec le qualibat, tous les ans, c'est l'épée de Damoclès. Donc ça veut dire demain, ils nous enlèvent toutes les qualifs, donc on ne peut plus faire obtenir les aides à nos clients. Donc on va encore licencier du monde, puisqu'on n'a plus besoin de personne, et on va aller sur des marchés pro, où il n'y a pas besoin de subventions. Voilà aujourd'hui la profession dans quel état elle est. Bien sûr. Et en parlant d'aberration de la profession, à ta place, il y avait Alexandre Gorassi, que tu dois connaître aussi. Oui. Très bien. On a commencé quasiment ensemble. Il est un peu plus jeune que moi, j'ai commencé avant lui. Incroyable. Voilà, il était à ta place, on a fait un podcast ensemble. Et il parlait justement du fait que voilà, on doit jouer un rôle incitatif, en tout cas les boîtes de rénovation, mais on ne peut pas appeler le client. On ne peut pas faire de porte-à-porte, pas de démarchage, pas de pub sur les... Alors en fait, comment est-ce qu'on arrive à avoir des clients finalement? Si on respecte les règles à 100%, on ne peut plus rien faire en fait. On ne peut plus rien faire. Alors je pense que ça, c'est pour combattre, encore, c'est dans la lutte contre la fraude, pour combattre les grosses entreprises. Mais grâce à elles, après... Alors, je ne sais pas encore, je ne défends pas. Je ne sais pas si elles font bien leur boulot, si elles sont capables d'avoir des moyens pour aller dire au client, écoute, monsieur le client, tu as la possibilité de refaire ta maison, on va t'obtenir des aides. Ce n'est pas l'artisan du coin qui va. Moi, j'ai discuté avec des artisans. Il me dit, moi, les aides, je m'en fous. Moi, j'ai mon carnet de commandes, il est fait pour l'année. J'ai mes clients, ils m'appellent, ils me donnent un acompte, je fais mon travail à la fin. Après, s'il veut faire ses aides, il les fait directement. Ça ne les intéresse pas, comme à une époque où on proposait du financement à des clients qui étaient finançables. Aujourd'hui, malheureusement, les clients précaires ne sont pas finançables. L'artisan, il me disait, moi, je n'ai pas besoin de boîte de financement. Moi, j'ai mes clients, ils me payent, ils font leur crédit à la banque. Donc, tous ces clients que nous, on a pu sortir, ce n'est pas du client que l'artisan. On ne l'a pas pris à l'artisan. Moi, je sais, puisque j'ai eu avant ça, et même j'ai une carrière de commercial, il y a des gens qui prennent un plaisir à vous recevoir. J'ai été dans des provinces où la ville la plus proche pour aller dans une boutique, c'est 30 km. Donc, ils prennent, on vient de leur expliquer ce qui se passe. Après, qu'il y ait des abus, on le sait, il y a des abus dans tous les métiers. Qu'il y ait des commerciaux malhonnêtes, on le sait. Peut-être plus dans d'autres professions parce qu'on leur a laissé la porte ouverte. Mais aujourd'hui, on a un beau métier. On a un métier, pour ma part, c'est un métier que je fais depuis maintenant 95. On aime ce métier. Donc, on a envie de le faire avec passion. Mais aujourd'hui, je pense que tous les abus qu'il y a eu, c'est parce que les lois n'étaient pas bien encadrées. Tout simplement. Bien sûr. Comme dans d'autres métiers. À une époque, on parlait du dépannage. Il y a eu énormément d'escroqueries dans le dépannage. Ça ne veut pas dire que 100% des dépanneurs sont des escrocs. Les garagistes, j'entends de temps en temps Julien Courbet, sa plus grosse activité, c'est les garagistes. Alors ça veut dire on n'achète plus de voitures, tous les garagistes sont des voleurs. Bien sûr. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut que nos bureaucrates qui font des lois derrière leur bureau essayent de penser au terrain, essayent de penser comment bien cadrer une loi pour qu'elle ne soit pas détournée. On a beaucoup de travail. C'est pas qu'on n'a pas de travail. On a des ambitions, on a des objectifs. Maintenant, on se sent un peu seul. Sincèrement, on se sent un peu seul. Et aussi, en parlant de fraude, parce qu'il faut parler des fraudes,
j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, la plupart des fraudes, c'est pas des artisans, c'est pas des personnes qui vont faire Non, enfin des prix trop, enfin c'est pas ça le problème. non, La plupart, c'est des faux dossiers sur ouais, MaPrimeRénov', ouais. qu'on se le C'est de la dise. vraie escroquerie, C'est oui. ça la vraie Oui, oui, oui. escroquerie. C'est ça qui Bon, représente la majorité des fraudes. C'est pas quelqu'un qui va, faire un devis à 1 € alors qu'il a pas le non, droit, c'est pas du tout ça. c'est pas ça. C'est pas Soyons ça le but de la fraude. Aujourd'hui, la fraude, moi, on m'a raconté l'histoire. D'ailleurs, c'est les gars de l'ANA. mmh, À un moment, donc, ils avaient lancé ces MAR, mon accompagnateur Rénov', et à un moment, le MAR pouvait demander avant les travaux 70% d'acompte mmh, que lui touchait, ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est le client qui touche. Ben, c'est tombé dans les mains de malhonnêtes. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont 70% de 40 ou 50 000 euros sur 10, 20, 30, 40 chantiers? Ils se sont posé la question, comme ils sont tordus. Si je fais le chantier, je vais avoir 20 ou 30% de marge. Si je ne le fais pas, j'ai 70% de marge. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont barrés avec je ne sais pas combien de millions. Mais ça, il y en aura toujours, bien tant sûr. que la loi sera mal faite. Alors aujourd'hui, depuis cet incident, le client peut demander un acompte plafonné à 30%, mais que le client touche. Alors, le danger qu'il y a, et ça, je leur ai dit au niveau de l'ANA, c'est des gens qui sont précaires ou très précaires, quand ils vont recevoir 30% de 40 000 euros, c'est 12 000 euros, c'est quasiment un salaire annuel. Bien sûr, On en est là aujourd'hui. S'il suffit qu'il ait un problème avec sa banque, ou un crédit pas payé, ou un découvert, bah, qu'est-ce que va faire la banque? Elle va le piquer. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, lui, il va se retrouver dans l'embarras parce qu'il devra cet argent à l'ANA, et nous, on ne pourra pas faire ses travaux. Mmh, Donc, c'est le risque. Bon, pour le moment, moi, de mon côté, ça se passe plutôt bien parce qu'on a une relation de confiance avec nos clients. Donc, ça se passe plutôt bien. Mais voilà le danger. Aujourd'hui, il suffisait, moi, à l'époque, j'avais demandé de créer un tiers de confiance, comme il existe dans les avocats avec la CARPA, de dire, voilà, on a un accord, on octroie, on donne l'argent à un tiers de confiance, ça peut être la caisse de dépôt, mmh, ça peut être autre chose. Et une fois que le chantier est terminé, on vient le contrôler avec un organisme accrédité qui nous dit OK, débloquez les fonds ou ne débloquez pas les fonds. Ça prend 2 minutes puisque l'argent, avant le chantier, il est déjà disponible sur un compte séquestre. C'est tout simple, je bien sûr, pense à mettre en bien place. sûr, Je ne suis ni avocat, mais je pense que ça aurait été une solution bien sûr, pour bien éviter sûr. les fraudes. Mais alors, pour revenir sur ce que tu as dit, au début du podcast, tu as dit que donc tu parlais un peu à l'ANA et que l'ANA a dit que, voilà, il leur manque des moyens. Ah Avec bah toute la bonne complètement, volonté bah, qu'ils ont, ouais. il leur manque des moyens. Mmh. Alors j'ai envie de te dire, à qui la faute alors? À qui la faute? À qui la faute? À qui on peut vraiment, reprocher la situation? Est-ce À que nos c'est à l gouvernants. À nos gouvernants de faire voter des lois sans avoir le budget en passe. Aujourd'hui, on sait dans quel état est la France. Ils cherchent 40 milliards, je crois, d'euros. Donc, je ne sais même pas combien il y a de zéros, tellement tu que les as c'est pas? Tu les as des pas? sommes. Non, malheureusement. Mais à qui la faute? Je pense que c'est des lois mal faites. euh, Malheureusement faites par des bureaucrates qui ne connaissent pas le terrain, qui devraient prendre l'avis des intervenants, des avis de la filière, que ce soit des mandataires, que ce soit euh, tous les gens qui créent cette dynamique de la rénovation énergétique. Il y en a beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, l'ANA fait certainement du mieux qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Je ne suis pas dans l'ANA, mais je pense. Maintenant, toutes ces agences d'État, on en a parlé dans la presse, coûtent une fortune à l'État. Est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas? Est-ce qu'il était nécessaire de donner à l'ANA la gestion des C2E et de MaPrimeRénov' pour financer les travaux de rénovation? On savait que ça allait être une galère parce que déjà on le vivait avec la gestion de MaPrimeRénov', où c'était déjà une galère pour avoir les octrois et pour avoir les paiements. Quand on nous a dit, bah maintenant, à partir du 1er janvier, alléluia, c'est l'ANA qui va gérer les C2E et la MaPrimeRénov', on s'est tous dit, ça va être une cata. Et on y a cru quand même. Alors, est-ce qu'il fallait qu'on y aille? Bon, bref, on y est. Et on y est bien comme il faut. Surtout que est-ce que ça s'est si mal passé avec la barre TH 164? Pas du tout. Pas du tout. Ça s'est Pas bien du tout. passé. Moi, de ce que je C'est vois, bien hein. passé. Après, qu'il y ait eu des fraudes, mais comme dans tout. Comme je te dis tout à l'heure, est-ce qu'on Ouais, va arrêter la sécurité sociale? ouais. Après, nous, on est prêt à tout. On est prêt à communiquer avec eux, que ce soit les mandataires, que ce soit les installateurs, que ce soit même les auditeurs. On est prêt à communiquer avec eux et pour trouver une solution pour éviter la fraude. Je pense pas, même si on est sur le terrain, même si on connaît beaucoup de choses, on n'évitera jamais 100% de fraude. Dans
Tous les métiers, il y a de la fraude. Je ne connais pas un métier où il n'y a pas de fraude. On a parlé des centres médicaux, des centres dentaires. Pourtant, c'est des gens qui sont avides d'argent et qui, à un moment, ont pété un câble. Bien Bon, sûr. est-ce qu'on a dit on ferme tous les centres dentaires, les dentistes, c'est interdit, on soigne plus les dents? À un moment, voilà, Bien sûr, bien sûr, bien il sûr. faut, je pense qu'en France, il y a de la bonne volonté, mais tant que les lois sont faites d'une façon arbitraire par des gens qui sont certainement très intelligents, très doués, mais qui ne connaissent pas le terrain. Mais tu veux dire que quand ils prennent des décisions comme ça, des lois, des fiches C2E ou voilà, la rénovation d'ampleur quand ils ont Mmh. fait C2E ANA, Mmh. il n'y a pas d'acteurs du terrain qui assistent aux réunions de décision. Je pense qu'il y a des consultations. Il faudra poser la question à Ellie. Ouais. Je pense qu'il y a des consultations. Maintenant, est-ce qu'elles sont écoutées ou pas? La preuve en est. La preuve en est. Je sais que Ellie, souvent, je l'ai au téléphone. Il me raconte les réunions qu'il a. Il a énormément d'idées. C'est quelqu'un de très brillant qui a énormément d'idées, qui connaît le métier, qui Ah, il connaît connaît. vraiment bien le métier. C'est l'un des plus anciens. On parlait d'Habib aussi, voilà, c'est des gens avec qui on a commencé à l'époque. Voilà, ces gens-là connaissent le métier, connaissent toutes les difficultés, connaissent même encore plus que moi toute la partie mandataire, toute la partie C2E, toute cette partie-là, toute la partie contrôle, la partie audit. Bah, ces gens-là, peut-être, oui, on va les consulter pour faire bonne figure, mais on ne les écoute pas, la preuve en est. La preuve en est. Il n'y a pas une personne aujourd'hui dans la profession qui va te dire donner la gestion de la réno d'ampleur, la réno globale ou de la rénovation énergétique à 100% l'ANA, c'est une bonne chose. Personne. Non, Ben voilà, tu peux interroger, à part les gens de l'ANA, mais tu peux interroger tout le monde. bien sûr. Pas parce qu'ils n'ont pas les envies, je pense parce qu'ils n'ont pas, l'écoute du terrain, et le terrain c'est important, et ils n'ont pas les moyens aussi, certainement, ni humains, ni financiers. Bien On sûr. ne leur donne pas les moyens de leurs ambitions. Alors maintenant, moi qui suis un chef d'entreprise, mais encore, j'ai un plaisir à aller voir le client, que ce soit avant le chantier, pendant le chantier ou après le chantier, j'ai besoin d'être à l'écoute du terrain. J'ai besoin d'entendre mes directeurs, d'entendre mes poseurs, d'entendre mes commerciaux me rapporter ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, quand il y a eu cette annonce encore du 4 juin qui est très récente, on a eu beaucoup de clients qui nous disent « Mais attendez, ça fait 8 mois que j'attends. » Ils attendent leurs travaux. Moi, j'ai des dossiers déposés en juillet 2024. Des gens qui me disaient « Ah, ils m'appelaient avant l'hiver. Ils me disaient « Pensez qu'on va passer l'hiver avec les nouveaux modes de chauffage, les nouvelles installations ?» Ben non, ils ont loupé un hiver. Alors, ça veut dire que pendant cet hiver, ils n'ont pas eu de pouvoir d'achat parce qu'ils ont dû essayer de se chauffer. On a encore des passoires thermiques. Et on va le faire quand? Alors même là, on arrive, les mois passent très vite. On arrive bientôt au mois de juillet. Ça va être les vacances. L'hiver prochain, c'est avril. Ces clients-là que j'ai aujourd'hui, qui ont déposé leur dossier de demande en juillet, est-ce qu'ils vont passer encore un sale hiver en 2025-2026? C'est bien parti pour. Bien sûr. Donc, c'est dommage parce qu'il y a eu urgence. Sincèrement, le type de client dans la réno d'ampleur qu'on a, ils ont des moyens, mais c'est vraiment du très précaire. C'est Bien pas sûr, bien le sûr. mot n'est pas assez fort. Et alors, bizarrement, ils sont propriétaires parce que la France, comme ça, dans sa mentalité, il faut être propriétaire de sa maison. Bon, ils sont pas propriétaires sur les Champs-Élysées, mais leur maison, c'est leur seul patrimoine. Ils veulent valoriser leur patrimoine. Bien sûr. Le seul bien qu'ils ont eu dans leur vie, malgré leur situation difficile, c'est leur maison. Mhm. Et ils ont envie de l'améliorer. Mais aujourd'hui, une rénovation, c'est entre 40 et 50 000 euros minimum. Bien sûr. Ça dépend de la maison. Bien sûr. Mais ils n'ont pas, accès au crédit. Parce qu'idéalement, c'est de leur dire, voilà, prenez un crédit. Et puis, l'ANA et les C2E vont vous rembourser. Aujourd'hui, ils n'iront pas. Même s'ils prennent un crédit. Aujourd'hui, quand je te disais tout à l'heure qu'il y a des plaintes, plus de 2600 plaintes contre l'ANA, il y a beaucoup de particuliers. Ah, j'imagine. J'imagine. Mais Il y c'est a important ce que tu dis parce que quand tu vas manifester, c'est pas que. Enfin, c'est aussi évidemment au niveau de la société, voilà, pour avoir des rentrées d'argent parce qu'il y a rien qui est. Pour Il y a, sauver une il y a 1 million profession. d'euros qui est bloqué, Mmh. mais c'est surtout, et je sais très bien c'est quoi cette situation parce que je l'ai vécu aussi à un moment donné, c'est quand on a des particuliers qui t'appellent et qui te disent Monsieur, excusez-moi, mais j'ai froid, j'ai ma fille, et en fait, ça brise le cœur. Complètement. Et nous, on est là sur nos fauteuils, voilà, on parle, mais il y a des personnes très précaires qui ont des maisons, comme disait justement Alexandre Gorassi, c'est des gruyères. Ça veut dire, c'est pas des passoires énergétiques, c'est des gruyères, c'est vraiment, il y a des trous.
et on ne peut pas les aider parce que voilà, on n'a pas, les financements. Nous, on a eu depuis le 4 juin un nombre d'appels considérable de clients qu'on a traités, chez qui on a déposé via le MAR des dossiers de réno d'ampleur, qui étaient paniqués. Il nous dit, mais vous pensez qu'on ira jusqu'au bout? Vous pensez que c'est mort? Vous pensez que c'est... On les a rassurés parce que le discours de Valérie Létard a été plutôt rassurant. Est-ce qu'il va être tenu des faits? On le verra. Mais le discours, c'était de dire, ne vous inquiétez pas, les dossiers déposés vont être traités même plus rapidement. Donc, on est content. Les dossiers en demande de paiement vont être payés plus rapidement parce que, justement, on fait ce stand-by pendant quelques mois. Donc, c'est ce qu'on leur a dit. J'espère que ça va être le cas. Bien sûr, Ça va être le cas parce que, bon, nous, on est une petite entreprise, mais des dossiers, je ne connais pas le nombre de dossiers déposés. Je crois que c'était, mais je ne voudrais pas dire de conneries, 44 000 dossiers. Combien il y en a aujourd'hui qui sont octroyés? C'est au compte-gouttes. Moi, aujourd'hui, voilà, pour te donner une idée, sur 120 ou 130 dossiers déposés, on a dû avoir une cinquantaine d'octrois. Alors, j'ai fait un tableau, autrefois, je me suis amusé à faire un tableau, parce qu'il faut savoir que c'est les DDT qui ont le pouvoir d'octroyer et de payer. Mais ils se renvoient la balle entre les deux, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Les départements, je ne devrais pas le dire, parce que toute la profession va aller taper ces départements. Le délai le plus bas, je ne vais pas donner le département, le délai le plus bas sur un département, c'est 7 jours, entre le dépôt et l'octroi, et le délai le plus long, octroyé, hein, je ne parle pas de dossiers qui ne sont pas octroyés, 8 mois. Donc, juste, c'est important ce que tu dis, parce que pas tout le monde va comprendre. Mais il y a maintenant, c'est dramatique, hein, maintenant, il y a des professionnels qui vont dans des départements spécifiques, parce que dans ces départements, c'est plus rapide d'obtenir l'argent, alors que dans d'autres, c'est 8 mois. Voilà, comme tu as dit, là, c'est 7 jours. Donc, au final, je te dis une bêtise, imaginons que c'est Bordeaux, bah, tout le monde va finir à Bordeaux. Tu prends le mauvais exemple, c'est dommage. J'imagine. J'ai pris le mauvais exemple. Alors, imaginons que c'est une certaine ville, tout le monde va se retrouver là-bas, et en fait, les autres, voilà, un particulier qui a la malchance d'être dans un département où ça prend 8 mois, bah, il va attendre. Mais je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent, j'ai contacté un MAR sur ma région, que je ne citerai pas, ils veulent même plus prendre de dossier, parce qu'ils disent c'est trop long. Ils vont faire leur audit aujourd'hui. Ils vont, le temps de trouver les artisans, faire les devis, etc. Ils vont déposer leur dossier dans 2-3 mois. Dans certains départements, les MAR ne veulent plus le faire parce que les délais sont trop longs. Il faut savoir que le MAR sera payé lorsque le dossier sera octroyé. Bien sûr. Donc, il y a des MAR aujourd'hui sur certains indépendants, ils disent non, j'y vais pas. Parce qu'il y a des DDT où il y a une personne tous les mercredis. C'est ce que nous a expliqué. Oui. Alors, les DDT, c'est pareil encore, les DDT, on leur a donné ce travail sans les former. Moi, j'ai eu un jour une DDT qui m'appelle. Il me dit, je ne suis pas d'accord sur votre devis, il est trop cher. Je lui dis, ah bon, dites-moi pourquoi. Vous avez facturé une VMC simple flux à 2 000 €. Je lui dis, oui. Il me dit, bah nous, dans la région, ça vaut 700 €. Je lui dis, mais c'est même pas mon prix d'achat, monsieur. Je lui dis, vous connaissez, vous êtes du bâtiment? Non, non, mais ça me paraît cher. Voilà, aujourd'hui, on en est. Aujourd'hui, pour les gens de la profession, savent ce que coûte à l'achat une VMC simple flux et savent le travail qu'il y a avec les accessoires, combien on doit la facturer. Bien sûr. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que les prix sont libres. Maintenant, on ne délire pas non plus dans les prix, mais on a des charges. On a il y a plein d'accessoires autour. Maintenant, si demain, ils nous disent, voilà, attention, les conditions pour éviter... Et peut-être ça peut être une idée de dire prix maximum ou, voilà, vous respectez cette grille de tarifs. Vous voulez y aller, vous y allez. Vous y allez pas. Si vous estimez que l'ampleur des travaux supplémentaires est importante, il ne faut pas y aller. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on est, moi, de mon côté, on respecte des prix marché. Voilà, on a besoin d'avoir de la marge pour faire vivre notre entreprise, on respecte des prix marché. Encore une fois, nous, on est ouvert à plein de choses. Si on nous donne les conditions, on y va ou on n'y va pas, comme j'ai dit à Lana. Demain, il me dit ce que vous attendez de nous. Je lui dis, moi, simplement, c'est des engagements. De me dire, voilà, tu veux faire de la réno d'ampleur, le délai d'octroi entre le moment où tu déposes ton dossier et tu as l'octroi, c'est maximum 4 mois. Tu veux ou tu veux pas? OK. Les délais de paiement entre le moment où ton chantier est validé, coffraqué, c'est 2-3 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois même. Est-ce que tu veux y aller ou pas? Mais aujourd'hui, on n'a rien. Bien sûr. Aujourd'hui, je pose, je ne sais pas quand je vais te payer. Je dépose un dossier, le MAR dépose un dossier à l'ANA pour l'octroi, je ne sais pas quand je vais avoir l'octroi. Ce qui fait que fin 2024,
On a fait travailler notre personnel administratif pour préparer les dossiers, pour faire les devis, pour faire les visites techniques, etc., etc. Mais on n'a pas pu poser parce qu'on n'avait pas d'octroi. Donc, on a eu une baisse de notre chiffre d'affaires, puisque on a travaillé, c'est pas qu'on n'a pas travaillé, mais on ne pouvait pas réaliser notre travail, puisqu'on attendait les octrois. Donc, on a eu les mêmes charges fixes, mais avec moins de chiffre d'affaires. Donc, nos marges ont baissé Bien sûr, automatiquement. bien sûr. Donc, aujourd'hui, les banques, il faut leur expliquer, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait moins de chiffre d'affaires et pourquoi votre marge, elles sont moins bonnes que l'année dernière. Voilà pourquoi. Mmh. Et alors C'est pour pas qu'on n'a revenir pas de boulot. sur les propositions que vous avez fait même pendant la manifestation, parce que vous n'avez pas juste manifesté, vous avez aussi proposé des Bien choses. sûr. Donc c'est quoi? C'est proposer quoi? C'était quoi les solutions que voilà, si toi tu étais aux commandes entre guillemets de l'ANA ou d'un ministère, parce que j'avais aussi posé les questions à Alexandre Gorassi, qu'est-ce que tu mettrais en place pour justement améliorer ce système? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la France est en quasi-faillite et il faut arrêter d'aller chercher les fonds publics. Aujourd'hui, il y avait un système qui fonctionnait très bien, c'était les certificats d'économie d'énergie, qui ne sont pas des fonds publics, qui sont des fonds privés qui doivent servir à certains travaux, notamment les travaux de rénovation énergétique. Ça fonctionnait très bien. Pourquoi? Ça fonctionnait. Les délais peut-être étaient longs aussi, mais ça fonctionnait bien. Pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un avec qui parler. Quand on allait envoyer nos demandes de paiement, allô, tu vas me débloquer ça quand? Parce que j'ai besoin, est-ce que tu peux. Mais là, on parle à personne. Encore une fois, je reviens sur le problème de communication. Sur les C2E, même, il y a eu des chantiers qui ont été payés 3, 4 mois, 5 mois après, parce qu'il y a eu des contrôles. Mais au moins, on parle à quelqu'un. On est au courant. On est au courant de quelque chose. Mais là, on parle à personne. On parle à des assistantes qui sont, je ne sais où, qui ne font que remonter. Voilà, le mot de l'ANA, c'est on remonte l'information. Jusqu'à où? Jusqu'à où? Donc, si moi, j'avais la baguette magique, oui, les C2E, utiliser l'argent public pour autre chose, on va trouver. Tu basculerais vraiment. tout sur les C2E et Ah tu laisserais oui, peut-être oui. l'ANA gérer que les très modestes? Non, comme- l'ANA ne rien Rien gérait du tout. Non. Tu fermes l'ANA? On l'a fait. Non, mais l'ANA ne fait pas que ça, à d'autres Oui, fonctions. oui, j'imagine. Mais aujourd'hui, on l'a vécu avec MaPrimeRénov'. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements dû à l'ANA, dû au manque de fonds, au manque de moyens, et dû également à Bureau Veritas, qui est fautif sur beaucoup de choses. Ça ne fonctionnait pas bien. Alors, ça ne fonctionnait pas bien sur une petite partie. C'est vrai que, bon, maintenant, aujourd'hui, quand on est payé, allez, on va dire 4 à 5, 6 mois après, on était content, ce qui est illogique de toi à moi. Normalement, même une PrimeRénov', quand elle est déposée, quand la demande de paiement est faite, elle devrait être payée, allez, dans le mois. Bien Donc, sûr. même quand on est payé 3 à 4 mois après, alléluia. Bien sûr. Il y a des dossiers qui ont été octroyés en un mois, on était content. Et d'autres, on met 1 an pour les octroyer. Donc, il y a un problème. Alors, en plus de ces dysfonctionnements qu'il y avait avec MaPrimeRénov', on leur a mis en plus la gestion des C2E et de l'ampleur. Mais pourquoi en fait? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Alors, le maître mot de nos gouvernants, c'est de la lutte contre la fraude. Ouais, mais Ils se font escroquer encore aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi? J'en sais rien. pourquoi les C2E se faisaient plus abuser que les MaPrimeRénov'? Moi, j'ai pas l'impression. Non, Hein. non, pas du tout. Pas du tout. Qu'il y ait eu des escrocs comme partout, il y en a eu. Qu'il y ait des contrôles, il y en a eu. Qu'il faut des contrôles. Moi, je demande 100% de contrôle. C'est pas un chantier de temps en temps, 100%. C'est ce qu'on a Contrôler eu, tous ouais. mes chantiers. C'est ce qu'on a eu dans la 164, je crois. Hein. Exactement. Il y avait un COFRAC avant. Avant, après. Avant, après, même, il y avait un COFRAC sur l'audit. C'est-à-dire, nous, installateurs, donc l'auditeur nous disait, OK, voilà la lettre. Cet audit devait être contrôlé pour être validé. Après, on pouvait faire le chantier. Après le chantier, il y a un COFRAC qui valide si tout est conforme. Et après, on pouvait faire la demande de paiement. Je n'ai pas tous les chiffres, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des gros abus, qu'il y ait eu des dysfonctionnements, certainement, qu'il y ait eu des gens malhonnêtes, comme dans tous les métiers. Que ça 5%. soit Je crois que j'avais eu le chiffre, 5%. Bon, 5%. Il faudra me trouver un métier où il y a 0% de. Il faut surtout parler problème. des 95 qui sont justes, Ouais. qui sont bonnes. Donc, on le savait, quand on s'est parlé, quand on a su que la Renault d'ampleur, on s'est dit, bon, c'est bien, parce que franchement, le projet était exceptionnel. On devait faire des gros travaux, et c'est vrai, moi, j'ai toujours été contre installer une pompe à chaleur à un ballon dans des passoires thermiques. Et à l'époque, on pouvait obtenir des subventions pour ça. Je trouvais ça délirant. Et aujourd'hui, tant mieux qu'on nous oblige à faire 2 gestes ISO, de remplacer le système de chauffage, de remplacer le système de production d'eau chaude sanitaire, parce que ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens. Donc, on conserve le geste par geste, oui, parce qu'il y a des foyers qui n'ont pas besoin d'isolation, mais Oui. qui ont besoin de changer leur chauffage et leur eau chaude sanitaire ou leur VMC. Donc, on conserve le geste par geste. Mais la réno d'ampleur, c'est un très beau projet. C'est un très beau projet qui a du mal à démarrer, qui démarre, qui stop and go. Bien On sûr. commence, on change, on commence, on Bien change. sûr. Donc, c'est compliqué pour le particulier, c'est compliqué pour les entreprises, pour toute la profession, pour toute la filière. Donc toi, tu voudrais un interlocuteur spécialisé. Déjà, Hmm. toi, tu aimerais ne pas avoir l'ANA, mais s'il y a l'ANA, au moins, c'est avoir un Non. interlocuteur. Ne pas avoir l'ANA comme elle fonctionne Oui, aujourd'hui. bien sûr, bien sûr. Qu'on nous mette un interlocuteur dédié à l'ANA, dédié pour les auditeurs, dédié pour les installateurs, dédié pour les mandataires, etc., Mhm. avec qui on puisse discuter. Alors, je ne sais pas quel est le nombre de personnes qu'il faut, mais même, il faut savoir, il faut se rappeler, quand ils avaient sorti la Renault d'ampleur, ça a du mal à démarrer parce qu'il manquait de marre. Donc, on fait un programme, mais on n'a pas les gens derrière. Comme on l'a fait là, on a fait un budget, mais on n'avait pas l'argent qui va dans le budget. Bien sûr. C'est un peu dommage qu'on se dise... Le problème, c'est que toutes les décisions sont faites à effet immédiat. Alors, et ça, c'est pas récent, hein, pour ceux qui étaient là à l'époque en 2010, le moratoire du photovoltaïque. Ouais. Je crois que la loi a été votée l'après-midi et applicable le soir même. Comment veux-tu qu'une profession puisse se projeter? Alors, j'étais pas Aujourd'hui, là, une mais on en entreprise, parlait, ouais. je pense pas, ouais. Non, voilà. Mais comment veux-tu... Aujourd'hui, une entreprise, elle a besoin de se projeter. Nous, quand on nous demande, quand nos banques nous demandent des prévisionnels, c'est des prévisionnels, c'est leur 3 ans. Qu'est-ce qu'on va leur donner? C'est-à-dire qu'à l'époque, juste pour situer aux personnes voilà, comme moi qui n'étaient pas à cette époque-là, donc il y avait des grosses aides pour le photovoltaïque, Mmh. donc quasiment tout le monde était sur ça. Hein. Tout le monde était quasiment... Pas Enfin, que, mais ouais, mais c'était un bon vrai projet, quoi. projet. C'était que ce soit sur du pro ou sur du particulier. Il y avait des aides énormes. Du jour au lendemain, on a décidé Moratoire. de tout arrêter. Alors, c'était surtout aussi sur la partie tertiaire. Il y avait moi, j'en ai pas beaucoup fait de tertiaire, mais les entreprises ne vivaient que de ça. Il faut savoir que quand ils faisaient un devis et une étude solaire pour du tertiaire, c'est entre 6 mois et 1 an. Donc, ils avaient un carnet de commandes énorme. Et du jour au lendemain, quand tu appelais ton client, tu lui dis, monsieur, je vous avais fait une étude, vous aviez tant d'aide, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Qu'est-ce que faisait le client? J'annule, monsieur. Donc, des licenciements, des faillites, des fermetures d'entreprises. Voilà. Et alors, c'est quoi tes conseils pour une Oh là là, entreprise? tu Parce me que nous, on demandes aimerait bien beaucoup. justement avoir peut-être qu'on essaiera d'en avoir dans le podcast, des personnes qui sont vraiment, ou qui ont déjà fait faillite, ou qui sont vraiment au bord de la faillite moi, pour j'en les ai beaucoup. entendre. J'en On ai essaiera beaucoup. peut-être d'en ramener sur le podcast. J'en ai beaucoup. C'est des gens, moi, j'ai eu beaucoup j'ai eu notamment, il ne veut pas que je le nomme parce Mhm. que il a eu derrière des gros problèmes lors de son dépôt de bilan. Mhm. C'était une entreprise qui, à l'époque, qui est dans la région de Bourgogne, qui faisait de la chaudière. À l'époque, il y avait de la prime en offre sur de la chaudière. Et je crois qu'il avait 1,5 million dehors. À un moment, il a dû déposer le bilan. Et il me disait que même le procureur, au moment de son dépôt de bilan, lui a dit je suis désolé pour vous. Je ne devrais pas vous le dire, mais je suis désolé de ce qui vous arrive. Parce que le gars, il a prouvé, il avait une belle boîte, hein, beaucoup de salariés, des camions. Il a dit voilà. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que même l'administration, les liquidateurs, j'ai un autre qui m'expliquait ça, les liquidateurs aujourd'hui, comme il récupère des boîtes où il n'y a plus d'argent, il n'a même pas les moyens, ou il n'a plus l'envie d'aller se battre contre l'État. Il sait que c'est une cause perdue. Donc, il ne peut même pas récupérer des créances de l'ANA ou de l'État. Mhm. Donc, alors, à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est ma mauvaise foi et c'est ma méchanceté, mais je ne le pense pas du tout, enfin, pas en totalité. On s'est dit, peut-être que l'ANA, ça les arrange quand une entreprise dépose le bilan. Ça leur fait plus de budget. Maintenant, non, j'y crois pas du tout. Voilà. L'ANA, elle fait ce qu'elle peut. Bien J'y sûr, crois bien pas sûr, du tout. bien sûr, je pense Parce aussi. que je pense pas que nos dirigeants, quand on sait le coût d'une personne qui est à Pôle emploi, France Travail maintenant, je veux pas y penser. Bien Voilà, sûr, je bien me sûr, refuse d'y bien penser. sûr. Alors, est-ce qu'un conseil, c'est pas aussi essayer de limiter vos frais fixes pour les installateurs? Est-ce que c'est pas... Alors, c'est compliqué, mais est-ce que c'est pas Ah, ça? mais oui, mais alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure concernant les qualifs. Ouais. Donc, il faut savoir, quand tu es RGE, il faut maximum 30% de sous-traitance et en cas de pic d'activité, jusqu'à 50%, ils te le tolèrent. Pour faire un certain nombre de chantiers, il faut du personnel. Ce personnel, qui est du chantier ou pas, il faut le payer à la fin du mois, ça s'appelle des charges fixes, avec le loyer, les camions, etc. Parce que le personnel, aujourd'hui, une équipe, notamment
pour de l'isolation par l'extérieur. C'est minimum 3 bonhommes dans un camion. C'est de l'essence, c'est un échafaudage. C'est des chantiers qui durent 10, 15 jours, un mois. C'est des gros chantiers. C'est pas une pompe à chaleur. Tu arrives le matin, tu pars le soir. Donc, il faut du personnel, il faut des camions, il faut des cartes d'essence, il faut énormément de frais. Donc, c'est des charges fixes. Mais aujourd'hui, comme on n'a plus d'argent, donc on veut réduire, on est obligé de réduire les charges fixes, donc ça veut dire de faire appel à de la sous-traitance. Eh ben, on est hors la loi. Donc, on ne peut pas faire de la sous-traitance parce que ça veut dire qu'on aura un pourcentage trop important de sous-traitance. Donc, on ne rentre pas dans le cadre du cahier des charges de qualité ENR. Qu'est-ce qu'on doit... Je ne sais pas la solution, il faudra me la donner. Si quelqu'un nous écoute et a la solution, je suis preneur. Voilà. Mais je ne vois pas. Moi, je souhaite, demain, on me dit, voilà, on a des engagements de te payer sous 2 mois, embauche du personnel, ne fais plus de sous-traitance, vous faites... Mais avec plaisir, je ne demande que ça. C'est très facile. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, je ne connais pas une entreprise dans la rénovation qui embauche, au contraire. Il n'y a que du licenciement. Parce que pour tenir, il faut essayer de réduire les charges fixes, parce que ça va très vite. Bien sûr. Tous les mois, ça va très très vite. Les mois passent très vite. Voilà, dans un mois, on est en vacances. Donc, ma prime rénov aussi. Ma prime rénov. Bon, j'espère que ça ne va pas être des vacances prolongées qui vont vite revenir, parce qu'on a besoin d'eux encore. Bien sûr. Et alors, justement, l'avenir, comment est-ce que tu vois un peu l'avenir, toi? Donc, de ce que j'ai compris, toi, c'est pivot dans le B2B parce que... Moi, comme je te dis, je ne voulais pas aller dans ces métiers subventionnés, dans ces travaux subventionnés. Bon, on y a été, on ne va pas refaire l'histoire. C'est le marché qui te l'a obligé, de toute façon. C'est le marché qui nous l'a imposé. Mais dès 2023, j'ai rassemblé mes responsables et je leur ai dit, écoute, le particulier, à un moment, ça va nous essouffler, on va aller chercher d'autres marchés. Alors, on a créé un réseau, parce que l'entreprise est saine, l'entreprise est ancienne. On a créé un réseau. Voilà, tout le travail qu'on a fait en 2023... On a commencé à avoir les retombées en 2025 pour des chantiers qu'on réalisera en 2026. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux dire que quasiment 50% de mon chiffre d'affaires, voire 60%, est fait pour 2026. Incroyable. Maintenant, c'est des devis signés. Donc, on ne peut pas demander d'acompte tant qu'il n'y a pas... On attend encore des autorisations d'urbanisme, d'architecte. C'est très gros. C'est des AG. Pour les copros, il y a des AG. On a des AG au mois de juin. En général, les AG, c'est entre juin et juillet. Donc, on a pas mal de devis qui devraient être votés là. Mais après, il y a des autorisations d'urbanisme. On va arriver en vacances. Donc, c'est des chantiers qui vont commencer entre la fin d'année 2025 et 2026. Donc, mais on ne peut pas demander d'acompte. Donc, on a investi, nous, pour avoir ces dossiers, parce que c'est des visites sur place, c'est des architectes avec qui on travaille, etc. Mais bon, ça va être des retombées pour 2026. Et 2025, il faut qu'on arrive à tenir. Si on passe 2025, après, la partie B2C va représenter une infime partie, et peut-être 0 même, s'il le faut. Tu sais, j'ai géré des entreprises avec un chiffre d'affaires important, avec beaucoup de personnel. À une époque, je dirigeais quasiment 70 techniciens avec 25 camions dans les années 2005-2010. Aujourd'hui, je vois qu'en France, c'est très compliqué d'avoir des grosses boîtes. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'avoir 2-3 salariés, de faire mes 3, 4, 5 millions de chiffre d'affaires et ne plus avoir ces charges fixes, pour ne plus rencontrer ces problèmes. Embaucher du monde, on est obligé de suivre le mouvement. On embauche. Alors, on a eu... l'après-Covid a été difficile. Après l'après-Covid, il y a eu l'Action Logement, où là, on a embauché, on a commencé à se rassurer. Pareil, l'Action Logement, je ne sais pas si tu te souviens, 9 décembre 2021, il me semble, arrêt brutal, on arrête tout. Bien sûr. C'est notre quotidien. Bien sûr, mais ça me fait penser justement à Habib Boitfeld, qui a eu une histoire avec il nous a raconté justement à ta place, avec un RGE qui a sauté pour lui. Il avait 300 employés, on parle de ça il y a 10 ans. Et donc avec General Energy, ils ont structuré, donc tu connais, j'imagine, la structure. C'est énorme. Et là, c'est bien plus flexible au niveau de la boîte, parce qu'ils ont des salariés, mais bien moins qu'avant. Ils ont créé des filiales, ce qui fait que... Mais t'es obligé. Bien sûr. T'es obligé. Bien sûr, t'es obligé. Aujourd'hui, on t'empêche de créer de la richesse. De toute façon, on le sait, en France, c'est mal vu quand tu réussis. Une entreprise alors, on a tout eu, nous, des contrôles d'URSSAF, des contrôles fiscaux, etc. Ce qui est normal, c'est la vie d'une entreprise, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on se bat. La vie de chef d'entreprise aujourd'hui en France, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que si tu ne payes pas ton URSSAF pendant un mois, ça y est, c'est foutu.
Hein, les impôts, ils te prélèvent, ils ne te demandent même plus ton avis. Avant, moi, j'ai connu l'époque où on payait l'URSSAF au trimestre. Et on faisait des chèques, comme pour la TVA. Maintenant, ils te prélèvent. On est associé avec eux, ils prélèvent direct. Donc voilà, il faut qu'on maintienne, qu'on ne crée pas de créances avec l'État, sinon l'entreprise, c'est le début de la fin. On est vite noté. Donc voilà, il faut qu'on soit à jour fiscalement et qu'on soit à jour au niveau de l'URSSAF. Et il faut se débrouiller. Donc c'est au détriment, on est obligé de licencier pour pouvoir payer. On se sépare Là, on a une flotte de camions à remplacer. On ne va pas les remplacer, on va partir dans de la location pure. Ouais, bah oui. Bien sûr. Donc voilà, on essaye. Il faut que nous, en tout cas, Home Expert Habitat, si elle veut arriver en 2026, on est obligé de faire énormément de restrictions et de serrer la vis jusqu'à fin d'année. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, demander à une banque de t'accompagner, quand tu dis je travaille avec l'ANA, il crie au secours. J'ai même demandé à la BPI, qui est une banque d'État. La BPI, quand je leur ai expliqué notre mode de fonctionnement, ils disent « Oh, l'ANA, non, on n'y va pas. BPI, banque d'État. » C'est-à-dire, on demande à la BPI de financer. Alors voilà une idée, tiens, je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, ces décisions mettent en difficulté des entreprises. À l'époque du Covid, on a su créer le PGE, qui nous coûte aujourd'hui une fortune, de toi à moi. Et on y a été parce qu'on ne connaissait pas l'avenir. Mais avec le recul, j'aurais préféré ne pas le prendre. Mais bon, bref, il est là. Pourquoi ne pas dire à la BPI, qui est une banque d'État, de dire, écoutez, il faut aider les entreprises. Il faut leur avancer l'argent qu'on leur doit, il faut leur avancer. C'est le rôle d'une banque d'État. Voilà une idée, à creuser. Très bonne idée. Alors, je ne sais pas après techniquement, je ne suis pas financier. Le message est lancé. Mais pourquoi pas Bien sûr. Alors, quand tu vas voir aujourd'hui la BPI de leur dire j'ai un besoin de fonds de roulement qui a explosé, pourquoi parce que l'ANA me doit tant, l'ANA et l'État me doit tant. Ouh là là, on ne va pas là-dessus. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les banques, d'ailleurs, dès le lendemain du 4 juin, une de mes banques m'appelle, elle me dit, Monsieur Flack, on a eu l'annonce, on a eu une alerte de notre direction, on se désengage de toutes les entreprises de la rénovation. Voilà, j'avais un engagement sur du crédit à court terme, elle va m'envoyer une lettre commandée, il va falloir que je rembourse dans les 60 jours. On ne sait pas comment on va faire. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et alors toi, est-ce que tu as... Je ne sais pas si tu as vu un peu le podcast qu'on a fait en Espagne. Est-ce que tu as pensé un peu à partir dans la côte espagnole Alors, ou... Moi, j'arrive à un âge où je suis un peu fatigué, à vrai dire. Je compte plus les jours qui me restent jusqu'à ma retraite que ce que j'ai fait avant. Alors, l'Espagne, j'ai un très bon ami qui y est depuis le mois de juillet, qui me dit, vas-y, viens. Bon, j'ai pas envie, et puis moi... Il y a tellement de boulot déjà en France. C'est ce que je dis. Alors, c'est des opportunistes, très bien, il y a des choses à monter. L'Espagne, c'est un pays que je ne connais pas. Demain, d'ailleurs, mon ami, qui c'était l'un des premiers à aller sur l'ISO en Espagne, aujourd'hui, il a engagé beaucoup d'argent. Et voilà, il y a eu des modifications il y a 3 semaines. Il m'appelle et me dit j'ai tout arrêté. Il y a une baisse de 30% de l'évalo, c'est plus les mêmes conditions, je ne sais plus quoi faire. Il avait monté une usine à gaz, c'était une merveille. Et il m'a dit, viens avec nous. Je lui ai dit, ok, bon. À la fin, je lui ai dit, ok. Et heureusement, je n'ai pas été Dieu est grand, mais maintenant, l'Espagne, non, on est un beau pays, il y a tellement à faire. Pourquoi aller en Espagne ? Et demain, l'Espagne, à mon avis, si demain, ils voient qu'il y a de l'escroquerie, des arnaques ou des petits éco-délinquants, ça va pas être comme la France. Du jour au lendemain, ils vont te dire, allez, dégage. Mais est-ce que tu me dois va aller voir. Non, je n'ai pas envie. Bien sûr. Moi, mon métier, encore une fois, je ne suis pas un vendeur d'aide. Voilà. Je n'ai pas fait ce métier pour les aides. Moi, tu n'as pas créé ta boîte basée sur une aide ou sur une fiche. Il n'y avait pas d'aide. Ouais. Moi, je vendais des radiateurs. Je crois qu'il y avait un crédit d'impôt, mais s'il devait avoir 500 balles ou 1000 balles à l'époque. Mais c'est pas ça. Moi, je ne cherche pas les fiches. Je cherche pas. Je ne suis pas un chercheur de fiches, C2E. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'ai une connaissance dans mon métier. Je suis quelqu'un de terrain. Je sais ce que je sais faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Bien sûr. C'est tout. D'ailleurs, même quand on a développé la partie isolation bâtiment, j'ai fait appel à un directeur technique qui vient de chez Bouygues, qui m'a apporté ses connaissances. Parce que moi, ce n'est pas ma partie. Moi, ma partie, tu me parles de pompe à chaleur, tu me parles de ballons thermodynamiques, d'électricité, de plomberie. Ouais, tu peux me parler de ça. Mais tu me parles de C2E, c'est un monde un peu compliqué. Alors, heureusement, il y a des mandataires qui nous expliquent bien. Mais... Encore une fois, on n'a pas créé des entreprises pour aller chercher des aides. On est des entreprises de bâtiment. Bien sûr. Alors, il y en a certainement qui vont sur cette vague qu'on appelle les opportunistes. S'ils y arrivent, tant mieux. Bien sûr. S'ils y arrivent, tant mieux. Je n'ai rien contre eux. Il faut de tout. Dans un métier, il faut de tout.
J'ai rien contre eux. Il y en a qui font des très beaux scores Voilà. et qui sont spécialisés de ça. Tant mieux, c'est pas mon Il n'y métier. a rien de mal à être opportuniste, il faut juste pas être fraudeur. Ou, Absolument, exactement. Mais c'est voilà. moi, voilà, c'est pas mon métier. C'est pas ton ça. métier, bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors, on a parlé de fraude, on a parlé de retard de paiement, on a parlé de faillite. Mm. Est-ce que pour la fin, on peut donner un petit mot sympathique, hein, donner un peu de la joie de vivre à ceux qui nous regardent aussi, quand Alors, même. moi, je suis plutôt de tempérament optimiste malgré tout, même si mes nuits sont très courtes en ce moment, parce que toutes les nuits, on est en train de compter qu'est-ce qu'on atteint comme argent pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir couvrir pour le virement de l'URSSAF. Malgré tout, je suis d'un tempérament optimiste. J'aime mon métier et j'ai envie de croire. Quelque part, je vois le côté positif de cette annonce du 4 juin. Alors, il faut être un peu taré, hein, parce qu'on n'est pas nombreux à voir le côté positif, mais j'essaye de voir le côté positif. Je me dis, bon, allez, de toute façon, on allait dans le mur. OK, on fait un stop. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Si ça permet de rattraper le retard, parce que des dossiers en retard, il y en a beaucoup, de pouvoir faire les travaux avant l'hiver, si on peut, maintenant ça va être compliqué, pour faire plaisir à nos clients, qu'ils aient leur maison isolée, bien chauffée, qui leur permettent des économies, qu'on puisse, ce stop and go puisse permettre des délais de paiement normaux. Alors, je ne sais pas quelle est la définition du mot normal pour l'ANA, mais pour moi, je le sais, c'est, allez, on va dire 60 jours. En étant gentil. Voilà, je dis, OK, on y va, on va essayer de tenir. Mais si tout ce qui est prévu là ne sert à rien, si on garde ces délais, ça va être une hécatombe d'entreprise. Sincèrement, je ne sais pas comment. Maintenant, je ne veux pas y penser. Je ne veux pas y penser. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on espère que ça. On va prier les Tout dieux est de pour le bien, l'ANA. de toute façon, comme on dit. Hein. Tout est pour le bien, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, Exactement. on y croit. Exactement. Et Exactement. Mais voilà, maintenant, mon souhait également, plus de communication avec ces dirigeants. c'est le maître mot finalement de Ouais. ce podcast, c'est de la communication. Et c'est d'ailleurs pour Communication. ça qu'on a contacté le porte-parole de l'ANA et qu'on va contacter aussi Valérie Létard et toutes les personnes qui sont en relation avec ce métier et qu'on va essayer de les faire asseoir à ta place ou même nous déplacer. Hein, ce qu'on a proposé, de se déplacer dans des ministères. oui, On n'a oui. aucun souci, on est flexible, nous, il n'y a pas de souci. De la communication et même pourquoi pas des débats. Voilà, par exemple, toi avec une personne, Très voilà, intéressant. porte-parole de l'ANA, ça serait super intéressant. Et C'est je pas pense que notre métier, mais on sait Non. parler comme des hommes de terrain. Voilà, J'ai pas peur de parler avec un ministre. bien sûr, bien sûr. J'aurais pas ses mots, j'aurais pas son vocabulaire, mais c'est pas grave. Bien sûr, bien sûr. Je parle avec mon cœur. Complètement, complètement. T'es pas un youtubeur ou quoi Non, pas du tout, pas du tout. Malgré moi. Voilà, donc on va essayer, en tout cas, à notre petite échelle chez Ila 26, de faire avancer cette communication et on espère que ça va marcher de tous les côtés. Le maître mot, c'est, comme tu l'as dit, Voilà. communication, communication, communication. Qu'on nous écoute et qu'on écoute notre point de vue. Il est peut-être pas à 100% fiable, mais quand même, il faut qu'ils aient une oreille attentive, parce qu'on a beaucoup de mots à dire, Bien beaucoup de choses à dire, Bien sûr, et on n'est pas assez représenté, malheureusement. bien sûr. On mettra évidemment tous les liens, donc Home Expert Habitat pour soit des particuliers qui veulent. Bon, voilà, maintenant vous savez que c'est un peu long en ce moment, Particuliers, s'ils ont l'argent, on les prend. Et le temps, et le Si- temps. Et le temps. S'ils veulent du 1 euro ou du 0 euro, Vous savez à quoi vous attendre. oh, c'est pas chez nous. Voilà. Donc on mettra les liens évidemment Home Expert Habitat. Mm. Je sais que t'es pas trop réseau, mais bon, on Mm. mettra ton LinkedIn, etc. On mettra tous les liens en description. Mm. Merci beaucoup Thierry. Bah, merci à toi, c'était intéressant. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais Bien bon, sûr. on nous attend quand même. Exactement, exactement. Et j'espère qu'on se reverra pour des plus bonnes nouvelles. Avec plaisir, On avec espère. plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt sur Ila 26. C'était Yaniv. Salut.